Mais bonjour Juan Pablo Payamar, vous êtes ici pour nous parler du Chili, notamment du référendum qui doit avoir lieu dans un mois à peu près, le 25 octobre. Le 25 octobre. Alors je rappelle simplement pour ceux qui ne vous connaîtraient pas que vous êtes chercheur spécialiste en géopolitique d'Amérique latine à l'université de Paris 13 et que vous allez partir au Chili pour voir un petit peu comment se déroulent les événements électoraux et peut-être aussi pour effectuer votre devoir électoral. C'est ça. C'est exactement ça. Le 7 octobre, je devrais partir au Chili quelques semaines avant, dû à la situation sanitaire. Donc il faut faire un petit peu de confinement en arrivant. Et donc pour voir quelle est la situation, comment se déroule le vote et pouvoir aussi moi-même voter. Alors on va essayer de resituer l'événement, donc ce référendum constitutionnel qui n'était pas prévu. Disons, il y a 1 an et demi, personne ne parlait de référendum au Chili. Et alors qu'est-ce qui s'est passé qui a conduit les autorités chiliennes à vouloir organiser, autorité au sens large, pas simplement le gouvernement, mais les partis politiques et même la société, à essayer de régler un problème, mais quel problème? Par la voie électorale. Alors ce qui s'est passé, c'est donc on est le 25 octobre, devraient les Chiliens choisir s'ils approuvent ou pas d'initier un processus constituant au Chili. Et aussi de choisir s'ils veulent une assemblée constituante ou une assemblée mixte, ce qu'on appelle au Chili, c'est-à-dire avec une partie du Parlement, de l'actuel Parlement, et une partie de délégués élus par les citoyens. Donc, et comment on en est arrivé là? Cette situation, on en est arrivé, et elle est due grâce à ce qu'on appelle l'explosion sociale d'octobre, du 19 octobre de l'année dernière. C'est-à-dire, la population est sortie dans les rues en masse pendant des jours, parce que ce n'est pas seulement un événement, mais sinon des semaines entières, dans lesquelles il y a eu des manifestations de tout type, de concentration dans les rues, casserolades, coupures de route, dans un large éventail de villes. Et l'étincelle initiale, c'était qu'est-ce qui a déclenché cet événement social? C'est dû grâce aux étudiants, les étudiants secondaires, qui se sont révélés contre une hausse du tarif des transports. C'est une hausse de 30 pesos, donc c'est une fraction de euros, sur un tarif qui était déjà considéré très très important, mais aussi qui était d'une certaine manière une hausse d'un tarif d'un transport qui est symbole de la critique des politiques publiques. Et alors on voit un décalage à première vue qu'il faudrait essayer de comprendre entre une revendication minimale à l'origine, qui a une portée effectivement financière importante et sociale pour cette catégorie des étudiants, mais c'est quand même à l'échelle du pays une revendication minimale, et on arrive à un bouleversement possible de l'ensemble de l'organisation sociale, économique, politique du pays. Et comment comprendre cette évolution, a priori difficile à entendre, entre une revendication catégorielle très particulière portant sur les transports à une réforme globale de la société? Qu'est-ce qui s'est passé qui permet de comprendre cette démarche? Alors il faudrait peut-être parler d'un Chili qui marche à 2 vitesses, c'est-à-dire un Chili qui, d'une certaine manière, une partie de la population qui s'est bénéficiée d'un processus de modernisation du pays, de ses infrastructures, de l'accès aux services et aux biens essentiels pour la vie, et un autre Chili qui a eu en partie accès à ce nouveau monde de post-dictature, mais à travers l'endettement. C'est-à-dire les foyers chiliens, pour pouvoir, ont d'une certaine manière la possibilité d'avoir un accès à l'éducation, à la santé, au transport, à la culture,
à travers le crédit. Donc on paye des crédits pour un peu pour tout au Chili, et cela dure depuis il y a quelques décennies. Donc nous sommes en train de voir d'une certaine manière un Chili à une deuxième vitesse, c'est-à-dire une nouvelle génération qui sont les enfants de cette nouvelle démocratie, qui sont un peu les enfants de cette démocratie qui permet l'activité économique du pays à travers le crédit, et qui voient, c'est-à-dire leur foyer, leurs parents, leurs grands-parents, même leurs frères, leurs cousins, s'endetter pour pouvoir fournir un service qu'ils considèrent qui est essentiel pour leur vie et pour leur ascension sociale. Ce que vous voulez dire, c'est que l'augmentation du ticket de transport, du titre de transport, a révélé toute une série de problèmes beaucoup plus vastes qui se rattachaient à cet élément-là, de dysfonctionnement de la société chilienne. C'est des inégalités de la société chilienne qui a vécu officiellement un âge d'or démocratique après le départ du pouvoir du dictateur Pinochet. Voilà, c'est ça. D'une part, on a une révélation de toutes ces inégalités. Une révélation, c'est-à-dire, je pense qu'une révélation, c'est vraiment une contestation envers ces inégalités, puisque ce sont des inégalités qui ne sont pas nouvelles au Chili. C'est-à-dire, on pourrait se demander pourquoi, si ce sont des inégalités qui sont là, qui ont traversé plusieurs gouvernements, plusieurs étapes historiques du pays, le pays où la population ne s'est pas révélée, n'a pas su se manifester avant. On sait par exemple que le 1% de la population chilienne, 1% de la population chilienne détient le 33% du revenu intérieur du pays. Et on sait aussi par exemple que on a à peu près un pays de 17 millions d'habitants, dont 11 millions de ces populations sont désendettés. Et donc 4 millions de ces endettés sont des endettés qui n'ont pas de capacité d'honorer leurs dettes. Donc, d'une certaine manière, c'est une espèce de, comme on dit en français, une espèce de ras-le-bol, une accumulation de frustration à travers, mal canalisée à travers le système politique. C'est-à-dire le système politique avec ses différents gouvernements, dans lequel on peut voir successivement, même s'il y a eu l'alternance au pouvoir, un discours et des programmes orientés au moins du point de vue lexical, à travers des mots qui espèrent donner solution aux inégalités, aux possibilités d'ascension sociale, qui n'a pas été résolu par le système politique et d'une certaine manière se révèle comme une espèce de ras-le-bol envers cette démocratie ou cette démocratie représentative qui serait censée pouvoir résoudre et donner solution à ces problèmes qui sont historiques. Donc quelque part, c'est une critique de la transition démocratique à la chilienne. Donc il y a eu le départ effectivement du dictateur, mais quelque part, si je comprends bien, le système s'est largement perpétué, notamment en matière économique et sociale. Oui, voilà. On a essayé pendant les années de la concertation, pendant les derniers 20 ans. Donc la concertation est une alliance allant de la démocratie chrétienne à la gauche réformatrice, y compris au dernier moment, au-delà, au Parti communiste. Voilà, c'est-à-dire on pourrait dire à un certain moment le parti du Parti socialiste ou l'humanisme social avec l'humanisme chrétien. Donc c'est une alliance qui a donné gouvernabilité pendant plus de 20 ans au Chili et qui a, d'une certaine manière, utilisé ou pris les instruments qui étaient donnés par l'institutionnalité mise en œuvre par la dictature militaire de Pinochet et qui, d'une certaine manière, ont essayé de donner accès à des droits sociaux à travers des instruments de marché. Donc, au Chili, il faut savoir qu'une partie très importante des biens
des biens et des services fondamentaux dont les foyers ont besoin sont privés. L'eau, Ce qui est service public en France, ce qui est service public en France. Hein. par exemple. Donc on a l'éducation. Il y a un système éducatif public, mais qui joue un rôle d'alternative au système privé quand les personnes n'ont pas le pouvoir d'achat pour payer l'école. Les études. Mais comme on a un accès, par exemple, une possibilité d'avoir accès au crédit, même pour la consommation, hein, c'est-à-dire, un exemple très concret, il est très fréquent que les courses de la semaine, un foyer, il va payer ça en 10 ou Pour donner une idée, 14, quel est le coût pour les parents, pour un étudiant, d'entrer à l'université? Une année universitaire moyenne revient à combien? À peu près 10 000 euros hein, à l'année. Hein. À 10 000 euros. Oui, à peu près. Et le salaire minimum? Et donc le salaire minimum, donc il est largement inférieur, c'est-à-dire on a un PIB per capita d'à peu près 20 000 dollars par personne. Et donc, le salaire minimum, il est à peu près 3-4 fois inférieur à ce PIB per capita. Donc, on est dans une situation d'inégalité combinée avec on pourrait dire, une espèce de calcification des structures politiques qui n'arrive pas à donner... Une autre question, est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle les partis qui ont construit la nouvelle démocratie, ou qui ont essayé de la construire, n'ont pas répondu aux attentes citoyennes? Parce que s'il y a eu des mouvements sociaux aussi importants l'année dernière, quelque part, c'est le signe, la révélation d'un échec, d'une incapacité des partis de la démocratie à traduire les demandes des citoyens en lois et en mesures concrètes. Oui, d'une part, je pense, il est vraisemblable de penser que la transition chilienne est particulière puisque c'est une dictature, un processus autoritaire qui trouve sa fin avec une sortie électorale. Hein. Et donc cela, d'une certaine manière, veut dire qu'à travers la sortie électorale, pour pouvoir sortir de là, on accepte l'institutionnalité mise en vigueur de manière autoritaire et forcée par la dictature. C'est-à-dire pendant 20 ans, on a quand même eu un cadre légal qui suit des militaires. Donc même la Constitution... Et quelle est la raison pour laquelle les partis politiques démocratiques, à un moment donné, le temps passant, n'ont pas cherché à remettre en question ce cadre hérité de la dictature? Le discours qu'ont les partis politiques est qu'effectivement, ils n'avaient pas les majorités nécessaires dans les institutions pour pouvoir changer et faire les politiques et les lois qui le peuple ou la population voulait. Mais aussi, je pense que idéologiquement, parce qu'il y a aussi une adaptation à ce nouveau monde post-guerre froide, ce monde thatchérien, blairiste, de privatisation et de libéralisation de l'économie, et dans lequel, effectivement, le Chili était assez bien placé. Et donc les vieilles réponses, ou les réponses historiques de la gauche, ou du centre-gauche, ne trouvaient plus leur place dans cette politique de transition. Alors, une dernière question, il y a eu quand même une tentative de rénovation politique avec des jeunes, des premières manifestations il y a quelques années. Déjà, il y a en 2006, 7, 8, il y avait eu des manifestations. Amplio, pour sortir de cette impasse, est-ce qu'on peut considérer que c'est un essai réussi ou qu'ils sont eux-mêmes tombés dans les travers des partis qu'ils dénonçaient en créant une nouvelle structure politique? Oui, d'une certaine manière, il y avait l'impression que c'était la fin de l'histoire, comme on disait Fukuyama, mais qu'effectivement, il y avait même s'il y a eu accès au marché, les mouvements sociaux, les mouvements socio-tectoniques
qui donnait vie à la société chilienne avec ses inégalités et ses frustrations, restait donner vie encore à un Chili qu'on ne voyait pas à travers la télévision, à travers les journaux, à travers les médias. Donc la nouvelle génération, oui, elle a un rôle de déclencheur, mais cela la dépasse complètement. C'est-à-dire aujourd'hui, la génération qui est aujourd'hui plus jeune, qui occupe des postes importants au sein de l'État, est aussi vue avec suspicion par la population. Mais disons que le mouvement de contestation dépasse la classe politique. C'est vraiment un mouvement politique, social, et peut-être il manque du temps, quelques années, pour voir plus clairement si ça va être un mouvement culturel aussi de changement. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce référendum? On peut attendre un processus constituant qui va se déclencher à partir le 25 octobre, avec pas mal de doutes quand même sur ce qui va dépendre aussi par rapport à la participation des Chiliens. Les Chiliens ont peur aujourd'hui de sortir de chez eux dû à la pandémie, mais il y a quand même une effervescence de le faire. Et de toute façon, je pense qu'un processus constituant sera déclenché en octobre et d'une certaine manière canalisera un nouveau Chili qui a commencé en octobre l'année dernière. Bon, merci. Merci et bon séjour au Chili, et on reprendra le cours de cette conversation après le résultat du référendum à votre retour du Chili. Merci Jean-Jacques, et merci à la Fondation.